Bonjour, bonjour, chers amis. Nous nous voyons enfin après ces multiples reports du séminaire. Vous voir ainsi en face, sans nous voir. Je n'aurai pas vos réflexions, vos visages, vos sourires, vos réclamations, peut-être vos applaudissements. Nous travaillons quand même ensemble. Voici le plan de cet exposé. Nous commencerons par 3 citations, puis je ferai mon aggiornamento avec 2 exemples. Puis le cas du garçon de Madame Dulin, qui est le crétin numérique. Excusez, ce n'est pas l'expression de moi, mais de Monsieur Demerger qui a écrit un livre qui s'appelle le crétin numérique, sur les tablettes dont on fournit toutes les classes actuellement. En veux-tu, en voilà. Ensuite, le clavier que nous rencontrons tous les jours, avec l'épellation et l'alphabet. Et enfin, nous rejoignons nos héroïnes et les consonnes sonores. Alors, nous avons la première citation vous l'avez déjà vue une fois, mais elle se revoit facilement, la citation de Paul Valéry. Les mots sont des planches jetées sur un abîme avec lesquelles on traverse l'espace d'une pensée et qui souffrent le passage et non point la station. Et ceci nous rappelle la profondeur du mystère du mot et ce qui a été découvert avec angoisse par Sandrine Bonner dans le film de Chabrol, La cérémonie, et dont a parlé récemment Caroline Eliachev sur France Culture. Et le poète a parfaitement senti l'énorme abîme où se trouve la transsubstantiation en fait des mots. Ensuite, la deuxième citation est celle de Hannah Arendt, philosophe, dans la crise de la culture, sur le commencement. Le commencement est comme l'accord fondamental dont les modulations infinies se font entendre au cours de toute l'histoire de la pensée occidentale. Seuls le commencement et la fin sont, pour ainsi dire, purs et non modulés. Le commencement est comme un Dieu qui, aussi longtemps qu'il séjourne parmi les hommes, sauve toutes choses. Alors là, je ferai appel à Toto et Mimi qui iront avec les dieux, que finalement, ce sont des choses très anciennes, des abords du néolithique pratiquement, mais qui sont extrêmement utiles et qui ne sont pas empreints du sceau de la vieillesse et de l'inutilité. C'est un commencement. Et de Simon qui a été le premier, qui reste le commencement. Et je fais souvent appel à ces cas princeps du début, sans du tout m'arrêter à la date à laquelle je les ai vus dans le courant de mon travail. La troisième citation, vous aviez déjà vu cette citation aussi. La troisième citation, dont vous n'avez pas vu, c'est un aphorisme répété souvent par Suzanne Borel-Maisony. Suzanne Borel-Maisony est la créatrice de l'orthophonie en France. Les anciens la reconnaîtront, ben voilà, vous la voyez, c'est une image d'archive. Les anciens la reconnaîtront, mais les nouveaux feront sa connaissance, car je vous dis, c'est elle qui a tout créé au départ. C'était normal d'en parler. Là, elle est au bord de l'océan, au milieu déjeuner, une photo, une vidéo très floue, mais où on la voit bien. C'est bien Madame Borel. Alors, elle disait qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Cela peut paraître ridicule. C'est un peu de cela que je vais faire mon aggiornamento. C'est-à-dire que je pense qu'à force d'entendre parler de la méthode Gelbert, ça m'a irrité très longtemps. Mais finalement, c'est le vinaigre peut-être qu'on leur offre en montrant on offre à nos auditeurs et nos orthophonistes
le vinaigre lorsqu'on fait ces schémas, lorsqu'on fait passer aux attelages, à toutes ces choses difficiles, et que finalement, on peut donner le miel. Et je vais m'efforcer de donner le miel aujourd'hui, c'est-à-dire que au lieu de partir de la théorie et d'en extraire, d'en déduire des exercices, je vais prendre les exercices et à partir de là, éventuellement, pour ceux que ça intéresse, j'irai à la théorie, mais il y aura au milieu le résultat. Et que donc, il y aura un sac plein d'exercices que les orthophonistes leur apprennent et simplement les avoir à disposition et les employer, quelquefois à l'aveugle. Mais néanmoins, il ne faut pas le faire sur des dyslexiques. Hein. Il s'agit de faire un diagnostic d'abord, et le diagnostic est fait par deux éléments. En gros, le fait de l'environnement, c'est-à-dire ce sont des enfants qui ont été soumis à toutes les rééducations possibles et imaginables de bonne qualité, sans résultat, à un âge avancé. Les équipes de Bergès avaient autour de 9-11 ans. Et la spécificité des fautes, c'est-à-dire des paraphasies, c'est-à-dire des phonèmes transformés les uns par les autres sans qu'on puisse parler de correspondance sonographie précise, de sourde à sonore ou d'antérieur à postérieur, et des serpentins que vous allez voir tout à l'heure, et multiples versions d'un même mot, par exemple. Vous avez beau leur apprendre, par exemple, là, Madame Dumais me disait le mot voiture, il n'arrivait pas à 14 ans à écrire voiture correctement. Il avait appris 50 fois. Alors donc, moi, c'est mon aggiornamento, puisque ce n'était pas du tout mon habitude. Et à force d'entendre la méthode de Gelbert, ben, j'ai fini par y adhérer. Et je pense que c'est une sorte de gymnastique qu'il faut faire, qui n'est pas inutile. Alors, je vais vous montrer un exemple. Alors, la méthode Gelbert, attendez, on va encore donner les caractéristiques. C'est-à-dire, ce qu'on ne fait pas, c'est analyser les fautes isolément ou utiliser le canal restant, ce qui est souvent proposé, en particulier chez les aphasiques. Même chez les aphasiques, on n'utilise pas le canal restant, et expliquer les choses, passer dans la grammaire. Ce qu'elle fait, la méthode, alors par exemple, montrer l'interaction improbable entre deux domaines par deux exercices. Par exemple, vous avez, on en reparlera tout à l'heure, Madame Beauchamp avait eu un patient aphasique, très sévèrement aphasique, qui avait reçu un grand baume de son bateau sur le crâne et qui était très, très atteint et qui n'arrivait pas du tout à écrire. Il faisait que des gribouillis, que ce soit en copie, en dictée, des gribouillis. Et elle lui a fait, elle a sorti de son sac l'alphabet Janus, c'est-à-dire un exercice qui consiste à proposer deux feuilles avec deux alphabets différents, le premier étant l'alphabet normal, et le deuxième étant un alphabet qui fait ressortir les voyelles d'appel, c'est-à-dire on écrit A, B, c'est B, E, D, D, E, on écrit le E, et quand vous avez H, on écrit le A, on écrit toutes les voyelles qui servent à dire ces consonnes. Eh bien, donc, on donne un mot et on demande de dépeler les voyelles sur l'un alternativement sur le normal et sur le Janus. Et là, elle est arrivée à obtenir une graphie, une copie d'une lettre de che, la lettre che, qui est, enfin, le phonème che, qui est difficile même à reproduire, et c'était sorti, c'était parti. Ensuite, donc ça c'est l'interaction de domaines et en partennement. Hein, c'est elle qui m'a appris ça. Et ensuite, on ne va pas faire de l'écrit, on va montrer l'écrit et on va faire l'ostension des choses. C'est comme l'exercice du ragondin où on fait pareil, où on montre, on fait écrire ra, r, a, ra, on montre le a, le e et le a. On montre tout ce qu'on dit, alors que normalement, si vous avez la lettre P, je vous demande de la dire, vous dites P, mais vous n'écrivez pas le E. Donc, vous mettez que le graphisme P. Ensuite, on fait aussi des juxtapositions, la fameuse carte, la carte de Aldo, que je ne vais pas vous dire là parce qu'elle est assez complexe. On juxtapose des consonnes en mettant côte à côte de façon réfléchie des sourdes, des sonores, des constrictives et des occlusives. On les met côte à côte sans rien dire. Et ensuite aussi,
Donc, ça, ce sont toutes les caractéristiques des exercices que vous aurez dans votre sac. Et le mot mystérieux qui vous permet d'obtenir la distorsion du lien entre l'écrit et l'attelage. C'est-à-dire, j'écris un mot, en gros, et je repasse de droite à gauche sur le mot sans parler. Donc, on distord les relations entre l'écrit et l'oral, mais on ne quitte pas le linguistique. On ne prend pas un test avec des jetons ou autre chose. Donc, le diagnostic fait, on applique les exercices. Et donc, après, pour ceux que ça intéresse et qui ont eu vraiment des résultats, parce que ce sont des exercices qui vont apporter des résultats quasiment tout le temps, à ce moment-là, on interroge, ou bien on interroge l'enseignement que l'on suit avec les orthophonistes sur les différents schémas linguistiques. Alors, je vais vous montrer deux exercices. Alors, l'exercice voilà, oui, c'était ça, du crayon rouge. Voilà. Alors, l'exercice du crayon rouge qui consiste à dicter, faire une dictée. Vous voyez, achète de la pâte à pain toute prête chez le boulanger. Bon. Puis on trace un trait en travers de la page et on cache la dictée du garçon et on va écrire en disant achète de la pâte. On écrit en même temps que l'on dit, en étirant un petit peu comme ça. Et puis après, on lui dit, on enlève le cache et on lui donne un crayon rouge. On lui dit maintenant tu corriges. Alors il va poser la question, quoi, quand vous ne répondez pas, vous dites je ne sais pas, comme tu veux, comme tu peux. Alors là, il y a plusieurs volets. Il y en a un qui est celui qui m'a conduite à faire élaborer cet exercice. C'est le garçon qui, devant cette feuille, cache totalement la partie basse avec son avant-bras. Il s'appuie dessus. Ensuite, on a un enfant qui va essayer de corriger ce qu'il a écrit, ce qui est relativement normal, on ne dit rien de plus. Et finalement, un troisième qui va me corriger moi. Alors, vous voyez au crayon rouge, là, prêtre, il a enlevé ça, pain, il a enlevé le P. Alors, ou bien c'est tout à fait aléatoire, ou bien il corrige pour le faire comme le sien. Donc, ce qu'il y a là derrière, c'est qu'en fait, il n'a pas compris que une représentation mentale orale. Alors là, peut-être qu'on pourrait juste passer le 10, la, la planche, le 4, c'est la planche 10. Juste, voilà. Donc là, c'est très ce qu'on donnait en premier, qu'on ne donnera plus en premier. On a le compartiment externe, puis le compartiment moyen, et puis le compartiment interne. Alors, on a une représentation mentale orale, qui est dans la partie orale, là, qui est l'image du proposé oral. Donc, cette représentation mentale orale va donner alternativement une dictée quand il y aura eu une proposition ou bien une copie à partir de là, de moi ou de lui. Hein. Et donc, bon, ça va, vous effacez. Bon, vous revenez au premier. Voilà. Donc, il n'a pas compris que la provenance des deux parties vient de la même représentation mentale orale qui a pris des chemins différents, puisqu'on lui demandait des productions différentes. Alors, vous allez prendre la suite, on va voir. Donc, ça, c'est un exercice qui est un exercice dit emblématique. C'est-à-dire que c'est un exercice qu'on montre, on ne va pas chercher à avoir une dictée correcte. C'est au bout de quelques temps, quand on a fait cet exercice, qu'on peut peut-être essayer de faire la dictée et d'avoir une correction. Alors là, on va voir le suivant de Texera. Alors ça, c'est comment devant cette production, c'est une production qui est jargonnée, mais on voit qu'il y a un essai de correspondance son-graphie. C'est Mimi invite ses amis, elle joue sur la table du jardin. Il y a juste le dernier mot qui est en jargon. Donc c'est une dictée. Et après, on lui demande d'écrire un texte spontané. Alors, vous avez la suivante. Voilà, un texte spontané. Le texte spontané, c'était Rosemary part sur le bateau. Bon. Et vous voyez que c'est un jargon total. Il n'y a aucun essai de correspondance son graphie.
c'est tout à fait autre chose. Elle ne conçoit pas qu'on puisse sortir une production graphique à partir d'un modèle venant de l'intérieur, que ça ne peut venir que de l'extérieur. Donc on voit la dissociation qu'il y a entre deux productions. Et donc pour elle, on utilisera en exercice emblématique cet exercice que vous avez vu auparavant, le crayon rouge. Hein, on l'essaiera, on le fera plusieurs fois, et puis à distance, et sans prendre le même produit, à distance, on le réessaiera de nouveau. Voilà, maintenant, voilà, nous allons avoir le crétin numérique. C'est un livre qui a été écrit par Monsieur Desmurger. Je ne sais pas exactement qui c'est, s'il est enseignant. Il avait écrit que plus l'effort de numérisation augmente, plus la qualité de l'enseignement baisse, plus les résultats des élèves diminuent. Voilà. Et d'ailleurs, les écrans ont été érigés en vecteurs quasi exclusifs du processus éducatif. Donc, il a écrit son livre sur le crétin numérique. Alors, on va voir un crétin numérique. C'est le patient de Madame Dulin, Christian. Et vous avez partagé, je pense, notre étonnement et son étonnement. Il s'agit d'un garçon qui a 14 ans maintenant, qui est en seconde professionnelle, je pense que c'est ça, et qu'elle a suivi longtemps avant pour des troubles de type aphasique. Il y avait une lecture jargonnée, un découplage, une dictée jargonnée aussi. Et il avait progressé, mais il avait encore des difficultés en orthographe d'usage. Alors l'école, elle l'a vu à distance, au moment où elle allait changer d'orthophoniste, elle demandait comment ça va. Et sa mère a dit, ça va formidablement bien. Il est très heureux avec son iPhone. Sa vie a changé complètement. Alors, Madame Durin s'étonne et elle apprend que déjà depuis 2 ans, sans qu'on le lui ait dit, l'école lui a proposé un logiciel qui écrivait sous sa dictée et qui lui lisait toutes les consignes. Depuis la mise en place de ce magnifique outil, dit la mère, ce même Christian avait complètement changé. Il était heureux comme tout. C'était le logiciel qui faisait tout. Et pendant que le logiciel travaillait, il regardait ailleurs. Il n'avait même pas besoin de vérifier ce que le logiciel avait écrit lorsqu'il a dicté quelque chose, je pense, pour répondre à un exercice ou à un devoir. Et il lui a demandé, tu lis les mots au fur et à mesure que l'ordinateur les écrit. Il dit, non, non, c'est pas la peine. Je regarde ailleurs et je fais autre chose. Alors, donc, nous avons tout de même un cas extraordinaire hein, de dévoiement total de ce qui aurait pu être une aide quand même. Hein. On aurait pu être, comme elle dit, elle a proposé pour le stockage des nouvelles, des résultats. Non. Alors, si on cherche le bonheur des enfants uniquement, bah, c'est parfait. Il est heureux, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Ce qui nous a tout de même laissé rêveurs. Donc, son fonctionnement était de tout transformer en oral. Le matériau oral est accepté par la machine. Le logiciel va donc écrire sous sa dictée. Il va lire la consigne écrite et la rendre orale. Et donc, son oral va devenir de l'écrit, écrit par le logiciel. Et un texte va être lu par le logiciel. Et c'est comme ça que lui, il va écouter ça tranquillement. Alors ça m'a donné à réfléchir tout de même sur essayer de comprendre ce qu'est le clavier. Et là, on a trouvé aussi un apophthegme, c'est-à-dire donc une sorte d'aphorisme, une valeur de maxime, quelque chose d'utile qui vous servira pour les pistes ultérieures de recherche.
Alors, le clavier. Alors, pour le clavier, quand nous regardons un clavier, comment se présente-t-il? C'est un inventaire, un rassemblement de lettres limitées, obéissant à des statistiques et à la psychomotricité. Donc, on a choisi les lettres selon leur fréquence dans la langue choisie et selon leur disposition pour taper avec les mains. Chaque lettre, en fait, est extraite de l'inventaire Princeps de référence de l'alphabet. L'alphabet est limité. Alors là, on va peut-être voir un dévoiement de l'alphabet avec la, euh, la 8. L'alphabet, je pense que vous l'avez. Oui? Non, l'alphabet, c'est la cassette audio. Non, ça, je m'en suis pas servi. Ah oui. Ouais. C, B, Un illettré qui F, lit l'alphabet. D, E, R, J, K, L, F, D, E, P, K, G, Z, Voilà quoi, H, je vais dire. E, R, I, P, C, D, F, Je vais dire d'arrêter à un moment donné. Mais... R, K, D, hein. Quand vous avez fini, c'est vous qui me le dites, hein. Voilà. Non. Alors, je dis vous arrêtez quand vous voulez, je ne sais pas si vous avez bien entendu. Donc, c'est le dévoiement total de l'alphabet. Alors, l'ordre de l'alphabet, moi, je ne sais pas ma spécialité, je ne peux pas dire d'où ça vient, mais c'est un ordre bien précis. Hein, et qu'on n'a pas, et qui est terminé, et qui est fini. Hein, tandis que donc, ce qu'on avait vu, c'était euh, finalement les lettres, ça n'est pas fini de la même façon. Ça vient de l'ensemble, ça vient de l'alphabet. Et on pense là à l'épellation. L'épellation, c'est pareil, c'est l'égrainement des lettres, mais dans un mot. L'épellation ne peut avoir lieu que dans un mot. Quand on fait une épellation, c'est qu'on a le sens du mot. Quand on fait l'alphabet, on a le sens de du déroulement de l'organisation de l'alphabet, sur lequel je ne peux rien dire. Alors, donc chaque lettre est en fait extraite de l'inventaire Princeps, c'est-à-dire de référence, c'est-à-dire l'alphabet, avec des signes diacritiques, c'est-à-dire qui font entrer de l'oral et du cognitif, le point, les deux points, les points-virgules. Tout ça, ça fait entrer de l'écrit et de l'oral. Ces lettres sont appelées par une voyelle vide. Alors, lors de l'installation de la parole, ce sont les phonèmes stockés dans l'inventaire barbare qui vont s'ordonner en alphabet, auquel, s'il est oral, a déjà une empreinte de l'écrit. On l'a dit déjà ça. L'alphabet est oral, là, il est formé des lettres qui viennent de l'alphabet, l'inventaire barbare, c'est-à-dire les premières entrées de phonèmes chez le Néandertal, ce qu'on a appris là-bas, et que la lettre, le son gueux n'existe pas dans l'alphabet, vous pouvez le contrôler. La lettre G est donnée sur sa deuxième casquette, c'est-à-dire il y a deux casquettes, il se dit le graphisme G se dit ou G ou G selon la voyelle qui suit. Donc, elle montre, cette lettre est prise sous sa casquette de G pour montrer que la voyelle a un pouvoir sur la consonne. Et donc, c'est déjà un appel à l'écrit. Il fait confiance à l'écrit pour donner ce travail, cette représentation de la voyelle, de la consonne.
Alors, j'ai dit qu'on ne peut utiliser l'épellation dans le mot. La frappe ne se fait que pour des... Oui, la frappe ne se fait que pour des mots, car on ne parle pas en phonème, mais en mots, et en mots articulés en phrases. Et elle suppose obligatoirement un oral. Ça, c'est important aussi à avoir en tête. Alors, la proximité des lettres dans un mot qu'on a dans le script, par exemple, est ce que j'appellerais un blanc filé, comme en imprimerie et en script. La lettre liée, comme dans le manuel que nous avons vu tout à l'heure, qui disait, on l'a vu le manuel, et à l'intérieur, il y a écrit, les lettres étant prévues pour être liées ensemble, il sera donc indispensable de tracer chaque mot sans lever la main. Vous vous rendez compte? Ils avaient écrit ça, ils avaient osé écrire ça. Oui. Voilà, dans ce manuel-là. Alors, que les choses évoluent, c'est sûr, et qu'on balance des choses essentielles, comme je vous dis, c'est le commencement qui n'est pas changeable, interchangeable, supprimable. On ajoute des choses, on modifie certaines choses, mais on n'en pas des choses aussi importantes. Quand on parle, c'est bien un flux, et donc le déroulement de l'oral dans l'écrit, il n'est pas changé, vous n'allez pas parler avec des phonèmes. Je suis. Je ne sais même pas comment, hein, c'est en épelant. Alors, c'est ou bien en imprimerie, ou en script. Hein, L'Angleterre écrit en script. Donc, moi, je réfléchis longtemps, je dis, c'est normal, ils sont très normaux, hein, mais j'écrivent en script. Donc, il y a des espaces entre les lettres qui sont du blanc filé, différent du blanc qu'il y a entre les mots. Et l'entremot sera obligatoirement reproduit et il sera un saut marqué par la barre d'espacement. Sur le clavier, vous avez la barre d'espacement. Alors, la différence majeure, ça aussi c'est très important, la différence majeure entre l'oral à transformer et la frappe est ce déroulement de l'oral dans l'écrit, qui s'il se fait facilement sur les blancs filés du script et de l'imprimerie, ne se fait pas sur le blanc de l'entremot. L'écrit a pour mission de reproduire l'oral et de permettre d'y retourner. Ce qui manque à cette frappe, c'est le déroulement de l'oral dans l'écrit. C'est ce qui manquait, je ne rêve pas, c'est ce qui manquait à Simon quand il disait qu'il ne pouvait pas accrocher. C'est exactement ça. Il n'arrivait pas à accrocher. Il ne pouvait pas faire le déroulement de l'oral dans l'écrit. Parce que c'est la syllabe, la voyelle qui entraîne hors du corps la consonne pour faire une syllabe et le début de la suite. Alors, la succession des lettres dans le script peut se passer de toute autre intervention, mais pour l'entremot, il faut la barre d'espacement. Vous mettez les lettres les unes après les autres, elles ne sont pas collées, elles sont juxtaposées parce qu'il y a ces blancs filés, et puis c'est tout, ça suffit. Tandis que si vous voulez mettre un mot, après, il faut taper la barre d'espacement. Donc, il y a sotto voce, un modèle oral pour les lettres. Alors, on a donc nos quatre productions. Simon qui fait la correspondance en graphie, qui épelle et qui ne peut pas accrocher, c'est-à-dire qu'il ne peut pas lire la syllabe. Il vous dit S, et il fait des deux façons. Hein. Il dit S, A, et il ne peut pas lire ça. Il n'y a rien à faire, même si vous le faites avant. Impossible. Et alors qu'il parle normalement. Madame T, elle peut épeler un oral, donc elle a analysé, elle a extrait, elle sent les mots, puisqu'on n'épelle que dans un mot, et pourtant, elle ne peut ni lire ni écrire. Alors, en script, vous avez un espace blanc filé pour les lettres qui se succèdent, et le DOD, notre exercice déroulement de l'oral dans l'écrit, où on a les supplés remplacés par la successivité. Alors, nous avons maintenant le cas
pour voir le dévoiement total de cette analyse qui est normale, qui est bonne. Notre analyse de base du normal est bonne. Nous allons voir maintenant le dévoiement qui va nous confirmer notre analyse du normal. Alors, vous avez le cas de l'autre cassette audio, la 9, je crois. Renverse Elle lit en syllabant. le saut de lait. Toto voit C'est très bien, on s'arrête. P-E-U-T 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 Continue. P-E-U-T Vous tournez. Bon, continue. P-E-U-T 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 Allez, continue ici. D-O-N-N-E-R 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 On va continuer ici. D-E-S, 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 D-E-S. Très bien. Bon, oui, c'est tout de même surprenant. Hein, c'est une épellation, donc dans le mot, mais qui ne peut pas franchir les limites du mot. Elle est arrêtée totalement par le blanc, qui est le blanc de l'entremot de morale. Hein. Donc il y a toute une exploration à faire de ce blanc avec des limites qui sont d'habitude faciles à franchir et qu'ici ça devient un obstacle avec une délimitation trop nette. Donc il faut faire toutes sortes d'exercices pour remettre les choses en place. Alors donc je pense qu'on va peut-être faire une pause. On fait une pause là de une quinzaine de minutes, 10 minutes, 15 minutes, oui, et vous allez entendre Madame Catherine Veil qui va vous parler d'après-tard. Bonjour. Alors, je vais vous éclairer un petit peu sur tous les termes dont vous entendez parler, après-ta, JDETA, CERETA, et essayer de faire un petit peu le clair sur tous ces mots. Alors, on va commencer par l'association après-ta, qui a été créée en 1990, Association pour la recherche et l'enseignement sur les troubles de type aphasique, et qui a pour objectif, et qui a eu pour objectif depuis des années, de faire connaître les troubles de type aphasique, d'organiser les séminaires du docteur Gelbert et la formation des orthophonistes. Alors, c'est une association qui ne fonctionne pas avec des membres actifs, dont Gisèle Gelbert est la présidente et Caroline Eliachev la vice-présidente. Ensuite, vous avez un noyau de 6 orthophonistes qui sont membres du conseil d'administration d'Apreta, qui ont créé plusieurs entités, à savoir JDETA et CERETA. Donc, je vais commencer par JDETA, qui est le groupement d'information et de diffusion et d'enseignement sur les troubles de type aphasique. Il a été créé en 2006. Cette association fonctionne exactement sur le même modèle qu'Apreta et elle permet d'organiser la formation et notamment l'initiation en troubles de type aphasique
ainsi que les ateliers d'exercice qui font suite depuis 2013. Alors, je vais faire un rappel sur l'initiation. Donc, l'initiation au trouble de type aphasique, qui est animée par Fabienne Maillot et Sophie Marin, se déroule sur 3 années, à raison de plusieurs sessions, de 3 sessions par an. À l'issue de cette initiation sur les troubles de type aphasique, nous vous proposons donc les ateliers d'exercice qui sont organisés à chaque fois par des binômes. Corinne Rigolet et Juliette Caniglia pour un binôme et Véronique Serras qui a pris la suite de Serge Bloch avec moi-même. Et c'est en s'appuyant sur ces 2 associations, JDETA et Cereta, dont je vais vous parler après, que la formation peut se poursuivre toujours en accord avec Gisèle Gelbert. Donc cette 2e association, qui n'est pas réellement une association, qui est un groupement, qui s'appelle Cereta, qui permet d'animer des groupes de travail. En fait, il s'agit de faire une réflexion théorique commune autour de la lecture à haute voix, soit de chapitres de livres du Dr Gelbert, soit d'un cours, un séminaire, soit d'une thématique qui a été abordée dans un ou dans plusieurs ouvrages. Ces groupes Cereta ne donne pas l'occasion de faire des résumés ou des études de cas. C'est vraiment une lecture tous ensemble qui a été au préalable, qui a été précédée par une lecture chez soi avant de participer à ce groupe. Alors c'est vrai que les groupes ont évolué, ils sont composés de 7 ou 8 personnes dans la France entière. Dans les premières années, nous arrivions à donner régulièrement à chaque cours du Dr Gelbert, c'est-à-dire au moins 5 fois par an, un objectif de travail. Depuis quelques années, les objectifs ont été réduits sur le plan de la fréquence de nos interventions et de nos suggestions de travail, puisque nous travaillons tous en même temps sur les mêmes thèmes. Mais on va dire que les cours du Dr Gelbert et les livres qu'elle a écrits nous ont donné beaucoup à penser et à réfléchir, et ils sont souvent retravaillés plusieurs fois. Alors, pour faciliter l'organisation, chaque groupe a un référent qui permet en fait de faire le lien avec les organisateurs de Cereta. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces groupes sont constitués à la fois d'orthophonistes plus anciennes qui ont de l'expérience et d'orthophonistes qui ont moins d'expérience, qui ont démarré le travail aphasiologique il y a moins longtemps. Alors, ces groupes se faisaient jusqu'à maintenant essentiellement en présentiel, comme on dit, dans des lieux choisis par chaque référent de groupe, par chaque groupe. Quelques groupes étaient passés au Skype parce que beaucoup d'orthophonistes sont isolés et n'ont pas la possibilité de rejoindre un groupe à distance kilométrique. Et la situation sanitaire a fait que depuis un an, les orthophonistes se sont beaucoup mis au travail en visio et peuvent fonctionner de cette manière-là et donc intégrer encore plus facilement des orthophonistes qui sont à distance. Donc, si vous souhaitez plus de renseignements, si vous désirez intégrer un groupe ou savoir comment ça fonctionne, vous pourrez vous adresser à Corinne Rigolet. À la fin de mon intervention, on va vous afficher toutes les adresses mail des différents intervenants. Et c'est vrai que c'est Corinne Rigolet sur son adresse mail qui fera le lien et qui vous permettra d'intégrer ou de créer un groupe aussi. Alors maintenant, le JDETA, je vais peut-être vous dire un mot sur l'initiation au trouble de type aphasique et sur les ateliers et où en est la formation depuis un an avec la situation sanitaire qui nous a obligés à annuler énormément de formations. Quelques ateliers d'exercice ont eu lieu. Je voudrais juste rappeler aux orthophonistes qui sont inscrites à l'initiation première année qu'elles ont, en principe, elles ont été recontactées par Fabienne Maillot et Sophie Marin et la formation pourra se faire
au mois de juin, si tout va bien. En tout cas, une date leur a été proposée. Pour toutes les autres, que ce soit initiation 2 ou initiation 3, les dates sont reportées ultérieurement et on peut malheureusement difficilement poser des dates pour le moment, mais on ne les oublie pas. En revanche, pour les ateliers d'exercice, c'est pareil. On a donc, quelques ateliers, comme je vous le disais, ont pu avoir lieu, mais on ne pourra vraiment les reprendre que quand la situation sanitaire sera un petit peu plus claire. Alors, si vous voulez des informations sur ces initiations et sur les ateliers d'exercice, vous n'hésitez pas à nous recontacter. Alors, je vous annonce déjà, c'est via l'adresse Cereta, mais à gisellegelbert.fr, c'est l'adresse avec laquelle on a communiqué pour ce cours. Alors, je voudrais rajouter quelque chose qui me tient particulièrement à cœur en complément de l'initiation aux troubles de type aphasique et des ateliers d'exercice, ce sont les stages. Ces stages sont indissociables de la formation qui est proposée par petits groupes. Nous sommes plusieurs orthophonistes à vous accueillir dans nos cabinets. Nous avons eu la chance pendant des années de faire ces stages chez le docteur Gelbert et de pouvoir suivre très régulièrement sa consultation. Même après 20 ans de pratique, on continuait à vouloir voir le docteur Gelbert travailler et suivre son évolution, voir et revoir des choses qu'on pouvait connaître et qui nous faisaient du bien de les revoir. Et vraiment, je vous engage fortement à prendre contact avec nous. Donc, vous allez avoir l'adresse des orthophonistes qui peuvent recevoir ou qui peuvent vous orienter vers un autre stage possible. Donc voilà, pour ces 3 entités, je vais profiter de vous donner pour les groupes Cereta le travail de réflexion qui sera à venir. Donc ce qu'on vous propose, c'est de travailler sur le cours d'aujourd'hui, de reprendre le dernier cours qui avait eu lieu à l'Institut Saint-Jacques avec un travail en parallèle du dernier livre du docteur Gelbert sur les apprentissages fondamentaux, où les deux sont tout à fait liés. Donc, pour les orthophonistes qui n'ont pas pu assister à ce cours parce qu'elles n'avaient pas encore démarré le travail aphasiologique et l'initiation, sachez que le dernier livre du docteur Gelbert traitait de ce dernier cours. Et on vous propose aussi de travailler sur les cas princeps qui sont décrits dans le dernier livre et qui sont décrits dans tous les livres de docteur Gelbert. Donc là, c'est un travail de recherche à faire sur ces cas princeps. Et vous verrez que sur chaque cas princeps, ça renvoie à d'autres lectures dans d'autres livres du docteur Gelbert. Et donc, on voulait vous dire aussi qu'on n'oublie personne dans ces groupes Cereta. On sait qu'il y a la demande de se rencontrer. Et donc, aujourd'hui est déjà l'occasion de pouvoir entendre le docteur Gelbert et on réfléchit aussi à la possibilité de pouvoir peut-être se recommuniquer tous ensemble via Zoom ou un autre serveur visio. Voilà, donc on va vous afficher en toile de fond toutes les adresses Cereta. Faites attention, l'adresse qui est tout en bas, qui est l'adresse cereta@gisellegelbert.fr, elle n'est pas à utiliser, c'est-à-dire que c'est l'adresse qu'on utilise nous quand il y a une formation, mais c'est vraiment l'adresse APRETA que vous transmettez aux familles, l'adresse qui est en lien sur le site, qui est la plus consultée et par laquelle nous pouvons répondre à vos questions. Donc, on vous retrouve à peu près dans 5-10 minutes. La relation entre l'oral et l'écrit établie après la découverte de l'écriture n'est pas un long fleuve tranquille. Il ne suffit pas d'acquérir la correspondance son-graphie et les graphies complexes. L'oral renferme des nécessités secrètes qui rendent possible son expression. D'une part, ce sont les entremots, séparation non physifiée entre les mots qui vont s'ouvrir et donner les blancs de l'écrit. Et d'autre part, la marque de l'écrit dans l'oral avant son expression proprement graphique,
qui permet d'épeler un oral isolé à l'aide de la voyelle d'appel, voyelle vide. Nous allons rencontrer des productions graphiques curieuses qui nous étonnent, ce sont les serpentins. Succession ou suite de lettres sans interruption, englobant mots et phrases du proposé oral dicté. Nous allons essayer de comprendre leur fonctionnement afin de pouvoir les guérir, les normaliser. Nous allons pour ce faire les rapprocher de l'épigraphie. L'épigraphie est la science des inscriptions sur un support dur, monument de pierre, reproduisant l'oral de lois, de maximes, de décrets, de traités, d'épitaphes, afin de les rendre pérennes, les gravant ainsi afin de les rendre pérennes. Elles sont pour la plupart d'origine grecque ou romaine. La majorité de ces textes gravés sur pierre se présentent comme une succession de lettres sans séparation, lettres d'imprimerie en capital d'imprimerie, sans marquer les mots qui y sont cependant obligatoirement inclus. Cependant, quelques épigraphies montrent une séparation des mots marquée par un espace avec insertion de points. S'agit-il d'une évolution ou d'un passage ou d'une amélioration? Je ne puis me prononcer car cela est hors de ma compétence, mais par contre, je puis aborder ce mouvement pour les serpentins. Cette reproduction servile du flux oral, copié en flux écrit, a-t-elle manifesté une amélioration ou une transformation en développant des espaces pour identifier les mots dans le proposé sans le reproduire servilement? Qu'est-ce qui nous fait les rapprocher? C'est un flux continu de lettres qui doit en principe redonner l'oral. Les espacements sont le résultat de l'ouverture de ces entremots non physiciés à l'oral. On pourrait donc penser que l'épigraphie, faisant place à l'ouverture des blancs, était une forme évoluée et que par suite le serpentin, fixé dans cette forme, montre que c'était une régression. Cette version, sans espacement, montre un déroulé épigraphique qui est le copier-coller de l'oral, une réplique de l'oral qui, comme lui, est traité comme un flux continu. Ainsi s'est faite l'ouverture successive des porteurs d'écrits qui sont dans l'oral, les entremots et les phonèmes d'épellation qui permet d'épeler un oral alors qu'il ne s'est pas encore, l'écrit ne s'est pas encore exprimé. C'est sans doute l'ostension de ces secrets qui a autorisé cette deuxième forme d'inscription épigraphique avec séparation des mots, et pas seulement la restitution du phonème correspondant au graphème. Dans la pathologie, on s'est écarté de l'obligation d'un retour à l'oral, et c'est sans doute ce qui a occasionné le stationnement de cet état de copie servile de l'oral dans l'ouverture des entremots, qui est une véritable régression. Voilà donc la nature de ce serpentin dévoilé. C'est le résultat d'une vision réduite et incomplète de l'oral. Les exercices proposés ne pourront pas vous être exposés ici, vous les retrouverez dans mes ouvrages. Je ne donnerai que mon intitulé pour ceux qui les connaissent. On va d'une part s'attaquer à l'ouverture des entremots avec le ping-pong, le tennis, le jogging, le normal deux fois tapé, le dominique, et d'autre part à l'épellation qui est dans l'oral, cet écrit qui est dans l'oral avant de s'être exprimé, avec le ragondin, l'alphabet avec A, l'alphabet Janus et l'épellation alternée. Alors, je vais aborder la dernière partie qui est celle des héroïnes, que tout le monde attend. Alors, nous allons retrouver nos consonnes sonores, savoir si ce sont des héroïnes, mais je pense que oui. D'abord, que sont les consonnes sonores? Qu'est-ce que la sonorité? Elle est le propre de la voyelle, sont des vibrations des cordes vocales qui donnent la voix, une production voisée avec des modulations
qui se font par modification de la cavité buccale. Nous l'avons déjà dit, les lèvres, la langue, les différents points de contact entre la langue et le palais, et les joues, et qui donnent des points d'articulation. Alors, qui sont ces consonnes? Elles sont caractérisées par un point d'articulation, une modalité, c'est-à-dire occlusive ou constrictive, le souffle ou bien l'obstacle, et donc la sonorité, le trait de sonorité. Ce sont les constrictives Z, J et V, et les occlusives B, D et G. Nous avons déjà parlé de G. Alors, les consonnes sont des phonèmes créés par le Néandertal en transsubstantiant des bruits, soit internes, soit externes, des borborigmes ou bien des bruits extérieurs. Il les associera à des voyelles pour pouvoir les extérioriser en syllabes. Et ensuite, ce sera l'attelage de formatage oral, c'est-à-dire une suite de consonnes, de voyelles orales, et de sens pour faire des mots. Les mots seront donc des attelages de sens ou d'images et de formatage oraux. Et plus il aura besoin de s'exprimer, ce Néandertal, de nommer des mots, plus il créera d'attelages et ainsi des formatages oraux différents, et donc à l'initiative de consonnes nouvelles. Il va former des consonnes nouvelles. Pour faire l'économie de cette création totale, pour que l'atelier n'ait pas à fournir totalement des consonnes différentes avec un autre point d'appui, point d'articulation et une autre modulation. Donc, pour faire l'économie, on prend un ancien phonème et on lui adjoint un trait, celui de la sonorité. Donc, la consonne sera faite du point d'articulation, de la modalité, occlusive, constructive, et du trait sonorité s'opposant à sourd. Par exemple, dans les mots beau et peau, chapon et japon. Et le nouveau phonème entre dans le tableau des oppositions phonétiques, puisque c'est la base de tout l'enseignement de la phonétique, peu, be, te, de, que, ge, se, ze, che, je, fe. Et nous sommes surpris de voir que dans des tableaux pathologiques, on voit un sort particulier réservé aux consonnes sonores. Nous avons donc, en premier lieu, Eva Joly, que vous connaissez, qui a été candidate à la présidence de la République, qui, dans son sens spontané, assourdit de façon si nette et caricaturale qu'elle a fait l'objet de critiques virulentes, que vous allez voir, et méchantes, alors qu'elle postulait à la présidence. Donc, si on peut voir Eva Joly. Voilà. Un pastiche qui est paru dans Le Point de Patrick Besson, très méchant. Zalu Lavrance, aujourd'hui, elle n'assourdissent pas à ce point, mais enfin, elle assourdit de façon très, très nette. Aujourd'hui, voilà, est un grand jour, Foufma fait élue présidente de la République française. En vain, un acte intelligent de ce peuple qui avait dans de bêtises, qui a fait tant de bêtises. Voilà. Bien, merci. Ensuite, nous avons Louise, qui, j'en ai déjà parlé, qui assourdissait dans les S des liaisons, les enfants, la cuisine, qui participait à la mauvaise intelligibilité de sa parole. Et déjà, alternée, elle avait un accent espagnol très marqué, qui altérait beaucoup sa parole et qui était donc corsé avec ces assourdissements importants. Et enfin, on a Bertrand, Sais-tu que le plus ancien fabricant de papier est une guêpe? Son nid est construit tout en carton et l'arrache des fibres de bambou qu'elle ramollit avec sa salive pour en fabriquer une
bougie. En séchant, celle-ci forme des cloisons très rigides. On raconte qu'un Chinois invente le papier en observant les guêpes, embrouillant des morceaux de bambou et de mûrière. Il obtient une pâte liquide, il la filtre et la laisse sécher. Ainsi naquit la première feuille de papier. Cela se passe en Chine en l'an 500 après Jésus-Christ. Bon, alors, vous dites ce que vous avez lu. Là, on parle de la feuille de papier comme elle est née. En Chine en 1950, ça fait 105 ans. Donc, elle dit qu'elle ramollit la feuille au... Alors là, j'ai oublié. J'ai oublié, je n'ai pas trop retenu. Vous le dites dans des ordres, comme ça vous vient. Donc là, elle parle qu'elle a ramolli il y a une phrase que... Non, là, non, là, désolé. Je ne peux plus... Bon. Donc, vous voyez, il y a un découplage. Elle ne peut pas donner la 3/4 du texte. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant. Je vous avais posé la question pour l'espagnol. Elle met des A à la fin ça n'a rien d'espagnol, ça. Hein. C'est comme pour Eva Joly. Elle est d'origine norvégienne, mais j'ai demandé encore récemment à une personne norvégienne dans mon entourage, est-ce qu'elle a un accent norvégien? Elle dit non, elle n'a pas un accent. Elle a un défaut, même pas de défaut d'articulation, un défaut linguistique, mais elle n'a pas d'accent de la langue. Et c'est comme là, elle n'a pas, c'est pas l'accent espagnol. Alors, elle met les A à la fin des noms. Hein, et je rapproche ça du fait qu'elle lit. Vous voyez, on voit que quand elle lit, là, c'est tout à fait possible. Là, puis elle parle tout à fait normalement, elle est très bien. Mais les ENT des verbes, elle les dit en. Bien qu'elles comprennent le sens, c'est ou un, elles le disent en. Donc ça, je ne l'ai pas tout à fait approfondi, mais c'est un retour anormal à l'oral. Son A, c'est de l'oral, et ENT en, c'est de l'oral. Donc elle repasse à l'oral, alors que ce n'est pas du tout dans la relation, dans l'autoroute qu'il y a entre l'écrit et l'oral. Et ça, c'est à revoir et à réétudier. Je suis contente que vous l'entendiez là, hein, parce que il y en avait beaucoup là, et il y avait quelques assourdissements aussi. Alors, donc on a Bertrand qu'on a déjà vu, donc qui a voilà. Alors, où est-ce que vous avez là? Voilà, une drôle de parpiche, mais quand elle est en colère, elle peut donner, togner des coups de corne et renverser les pots de lait. Ouais. Bon. Alors donc c'est Catherine Ney qui s'en occupe, qui a beaucoup de difficultés, hein, mais bon, on a encore une dernière piste. Et je pense que c'est aussi l'effet nocif de ces consonnes, de cette sonorité. C'est à étudier, c'est vraiment sont des héroïnes, hein, parce qu'elles persistent malgré tout, mais sont-elles qui ne vont pas. Alors, ce que je voulais dire, le cas de Louise, donc c'est un peu par hasard que j'ai trouvé qu'elle avait des troubles de type aphasique, je ne pensais pas au départ, ça ne me venait pas à l'idée. Ce que j'espère, moi, étant donné que je lui ai trouvé des troubles de type aphasique, ce que j'espère, c'est mon rêve, c'est que corrigeant le fonctionnement de base des troubles de type aphasique, c'est-à-dire un fonctionnement pour en revenir au vinaigre de notre schéma des fonctions linguistiques, comme j'avais fait pour Max, hein, que ça a marché, pour réussir à l'oral de l'anglais pour une grande école. Donc, qu'en normalisant ce fonctionnement, en sachant qu'il faudra plus de temps que la normale, étant donné qu'elle a vécu
si longtemps avec cette anomalie et que quand ça serait normalisé, il y aurait comme une normalité subite des signes sonores qui sortirait comme une bouée qui sort de l'eau et qu'on aurait une normalisation immédiate, directe, sans intervention directe des sonores. C'est pas exclu, mais il faut traverser ce mur. Hein. Bon. Et, et donc, on voit ici, attendez, ça. Alors, nous avons constaté donc, que ce n'est pas le mécanisme de la sonorisation qui est déficient, ni acoustiquement, et et ce n'est pas non plus que acoustiquement ils peuvent être distingués, même s'il y a des erreurs. Vous m'avez dit pour Bertrand, il y a des erreurs, mais enfin, il peut quand même les distinguer avec des erreurs. Donc, et moi, je dis, j'ai l'expérience aussi de ce garçon que j'ai vu il y a très, très, très longtemps avec Dietkin, que je n'arrivais pas du tout à obtenir les sonores. Je ne comprenais pas pourquoi. Il n'y avait rien à faire. Il faut faire tout ce que m'avait appris Madame Borel. Je ne pouvais absolument pas obtenir ça. Alors, nous voyons en fait qu'il y a aussi, là, c'est à réfléchir, deux domaines différents, celui de la phonétique et celui du linguistique. Rappelons Malouine, donc, dont j'ai déjà parlé, je crois, qui arrivait à distinguer sur la carte cible ou la carte des voyelles, il distinguait le A et il pouvait le lire, la voyelle A. Et dans la phrase Mimi a vu le joli chat, le A était impossible que ce soit à lire ou à distinguer. Donc on voyait que c'était deux secteurs, deux domaines différents. Et là aussi, on parle de la psychose des consonnes, mais c'est une autre affaire. C'est en quelque sorte un refus d'entrer dans le domaine linguistique et pas du tout une impossibilité bucophonatoire. Alors, le thérapeutique, je vous ai dit, le retour aux origines en guettant le surgissement de ces consonnes sonores. Et Eva Joly, je lui ai écrit, mais en proposant mes services, je n'ai pas eu de réponse, donc je ne sais pas, je n'ai rien à vous dire. Bon. Et voilà. C'est aussi donc une autre. Comment? Le retour aux origines, ben, c'est de faire la série orale, l'alphabet avec A, le ping-pong, l'alphabet Janus. Et ne pas hésiter à faire la série orale, bien que ça paraisse quelque chose d'élémentaire, de bébé. Enfin, c'est très important. Je n'ai pas oublié. De quoi? Oui, 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 sauter sur bande, oui. Normal deux fois tapé, c'est ça? Le normal deux fois tapé, puis le glisser sur bande. Oui. Et si vous voulez, quand on dit ça, je pense toujours à Max, qui est un garçon de 18 ans qui passait les concours des grandes écoles, qui ne comprenait pas un mot d'anglais au mois de novembre et qui avait une épreuve d'anglais très importante, chez qui j'ai fait j'ai émis cette hypothèse. J'ai fait le travail, il s'est prêté admirablement à des choses donc infantiles, hein, à voir comme ça, et il a réussi au concours l'année suivante, à 2 reprises en 3-4 mois, pas plus, alors qu'il a fait toutes sortes d'essais de séjour en Angleterre, enfin, rien n'était arrivé. C'est à avoir toujours en tête ça. Hein. Parce que quand vous vous dites, après tout, c'est un peu fou ce que je fais, c'est comme moi, je me dis pour voir sortir toute seule peut-être les consonnes sonores et faire, c'est peut-être un peu fou, mais oui et non. Hein, on a quand même. Alors voilà, donc je pense que ce sera tout pour ça. Je vais terminer avec une fable de La Fontaine. Alors, vous écoutez. Alors, vous avez beaucoup de matériaux là. Hein.
Je dis, c'est pas la peine d'en donner plus. Vous avez tout ce qui est de l'inscription et tout ce qui est dans les sonores. Trouver les exercices, trouver les enchaînements, trouver ce qu'il faut. Alors, le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'out. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Bon, je pense que le travail ne vous manque pas. Vous avez des pistes là. Bon, alors, moi je vais donc vous laisser. Je vous remercie d'être venus si nombreux à cet exercice inhabituel. Et je vous souhaite de continuer à travailler pour trouver des trésors. Les questions, vous avez vu avec Catherine. Et en tout cas, je remercie beaucoup François Athion d'avoir si bien organisé, d'avoir été si présent à toutes les étapes de cette épreuve difficile. Bon, on va attendre les questions. Je vais essayer de répondre à vos questions. Question numéro 1. Une personne qui n'arrive pas à nommer les voyelles semble avoir des troubles de type aphasique très importantes. Qu'en pensez-vous? Cela ne suffit pas pour nous faire une idée, pour voir un diagnostic. Il faut savoir dans quel contexte sont ces voyelles. Sont-elles isolées, seules ou en tableau, en syllabes, ou si elles sont sautées dans l'épellation d'un mot. Il n'est pas possible de donner une explication globale. Question numéro 2. Peut-on avoir une nouvelle piste pour les enfants qui lisent les ENT à la fin des mots, pour ceux qui ont un retour anormal dans l'oral? C'est la situation de Louise, qui trouve encore de l'oral dans l'écrit, dans un écrit qui a rempli son rôle de transcription de l'oral. C'est un oral qui devait être muet, car il a intégré la transmutation pour donner le sens. Elle a déjà lu in petto et accédé au sens, mais elle n'a pas divorcé de l'oral. Elle doit rappeler ce point de départ. Je propose de faire deux parties. D'abord, donner un sens à partir d'une image. Écrire en silence une phrase la concernant. Faire répéter. Faire des tocs sur la phrase écrite. Faire des tocs sur la phrase répétée. Faire des tocs sur la phrase silencieuse écrite. Question numéro 3. Rôle de l'enregistreur dans le normal deux fois tapé, le dode, le dominique, le glisser sur bande, le sauter sur bande. Il y a deux aspects. Un aspect d'abord purement matériel. Le magnétophone nous permet de faire des allers-retours, d'accentuer, de répéter. Mais sur le plan linguistique, tout est dans les répétitions. La source de la parole, c'est la répétition d'une parole existante. Nous avons vu avec le néandertal comment ça se présente. Donc il y a une attitude globale d'écouter, de répéter, et c'est en quelque sorte dans les gènes. La question numéro 4. Pourriez-vous préciser quels sont les exercices spécifiques pour les serpentins phonétiques et sémantiques? J'ai déjà donné ces éléments dans le corps de mon exposé qui concerne les serpentins. Question numéro 5. Taper sur la barre d'espacement pour marquer le blanc a-t-il un impact sur celui-ci? Je ne pense pas, je ne vois pas vraiment le rapport.
Question numéro 6. Comment distinguer la différence entre les productions écrites des autistes et les productions écrites des troubles de type aphasique? Je pense que d'abord, l'autiste doit se distinguer par de nombreux éléments de son comportement qui vous permet d'avancer le diagnostic. Dans les expressions écrites, vous savez que nous ne nous occupons pas du sens des productions, mais de leur aspect mécanique. Et donc, le contenu qui peut être particulier, et se situe surtout au niveau du sens. Et quelques psychiatres qui ont eu à traiter des enfants autistes m'ont envoyé déjà des productions, mais moi, ça n'est pas de mon ressort. Question numéro 7. Beaucoup de patients lisent le en les et inversement. Peut-on évoquer rapidement les difficultés en le et le e? Alors ceci rejoint les anomalies d'articulation, en particulier dans certaines nationalités, mais on trouve ça chez les Polonais, chez les Espagnols, qui n'arrivent pas à donner les voyelles labiales, bilabiales françaises, comme le OU, le I, le U, et là c'est le E et le E. Donc le E étant bilabial beaucoup plus net que le E. Je pense que c'est la seule réponse. Bon, écoutez, on vous dit au revoir et merci de votre attention, de votre participation, de vos encouragements. Et continuez comme le laboureur avec ses enfants, continuez, piochez, vous trouverez des trésors.